circulaire. C'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été promulguée en 2020, qui s'intéresse notamment à des principes fondamentaux, des actions fondamentales, notamment l'économie de la fonctionnalité, où on va privilégier le service par rapport à l'achat de produits, ou encore du coup la consommation responsable, où on va évidemment responsabiliser et en même temps s'intéresser au comportement des consommateurs. On va aussi s'intéresser à l'économie, à l'éco-conception, donc à comment du coup on va concevoir pour minimiser en fait l'impact sur la ressource. Et en fait, plusieurs de ces principes fondamentaux de l'économie circulaire s'opposent en fait à l'économie que l'on a actuellement, qui est une économie en fait linéaire, où on produit et on jette. Et il y a aussi une différence fondamentale avec l'économie du recyclage. L'économie circulaire n'est pas l'économie du recyclage, et c'est malheureusement en fait encore trop confondu par un certain nombre d'entre nous, où on pense que le premier acte que l'on doit faire, c'est recycler. C'est vrai que quand on va consulter, que ce soit une entreprise, une collectivité ou un particulier, on lui demande ce qu'il fait dans le sens de l'environnement, et il dit je recycle. Et en fait, je crois que c'est là-dessus que l'on doit vraiment tous, à notre échelle, veiller. Donc voilà, cette économie circulaire, elle nous pousse à faire réseau, elle nous pousse à échanger sur nos territoires, et la loi récente a des mesures phares qu'on connaît tous, la réduction du plastique, mais aussi, et là le conseil départemental va être intéressé par cette thématique phare, qui est l'instauration, ou en tout cas le fait de pousser l'économie circulaire au sein des cahiers des charges des marchés publics. Donc ce sont des choses qui bougent, qui changent, et donc on s'aperçoit que petit à petit, cette économie en fait s'incarne dans nos processus en fait. Donc aujourd'hui, on a plusieurs invités qui vont pouvoir illustrer en fait dans quel projet et comment l'économie circulaire peut s'inviter. Ils vont aussi nous parler des contraintes qu'il peut y avoir à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'hygiène, au niveau réglementaire. Voilà, je vais leur laisser la parole et puis on va mener cette petite discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions au fil de l'eau. Et puis après, on pourra bruncher tous ensemble. Voilà. Alors, je vous laisse la parole pour vous présenter. On peut faire dans l'ordre. Madame Vétier. Alors, on n'a que 2 micros, malheureusement. Bonjour. Voilà, excusez-moi. Bonjour, donc, je m'appelle Christine Vétier, je suis directrice de l'immobilier au département. Donc j'y travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Et mon secteur d'activité, c'est tout l'immobilier de la collectivité, de l'achat, du foncier, à la consommation des fluides, donc toute la chaîne immobilière dans sa totalité. Ce qui permet d'avoir une vision stratégique globale sur l'ensemble de l'immobilier de la collectivité. Et donc d'avoir aussi la vision de comment bien utiliser son patrimoine. Je dirais c'est le premier pan de l'économie circulaire. On en faisait avant sans le savoir parce que c'était pas nommé comme ça, donc il y a 10 ans on n'en parlait pas. Mais en fait on a toujours eu le souci dans la collectivité de voir dans nos bâtiments, si des bâtiments n'avaient plus d'utilité pour un service, comment on pourrait les restructurer pour un autre. Et c'est la réutilisation de bâtiments. C'est la première chose, le premier geste qui est très important au
au niveau de l'économie circulaire, c'est plutôt que de construire du neuf, réutiliser l'existant. Parce que ça a déjà une valeur, enfin déjà économiquement c'est plus intéressant. Deuxièmement, l'énergie grise qui est consommée, l'ADEME, l'agence pour les... Vous connaissez tous l'ADEME, je suppose, a calculé que la consommation d'énergie grise sur un bâtiment neuf était plus de 10 fois supérieure à celle de la réutilisation d'un bâtiment existant. Donc c'était la première chose. Et donc quand on a décidé de faire le plan collège nouvelle génération qui est initié en 2012, il y avait une très forte ambition environnementale, d'abord sur l'énergie et surtout la qualité environnementale, l'utilisation de matériaux biosourcés et justement la rénovation des bâtiments, des collèges, plutôt que d'en construire de neuf. Donc la grande partie des collèges qu'on a déjà fait par cette porte-là. on est rentré par cette porte-là, c'était une forte volonté du président de l'époque, Michel Binet, de réutiliser ce qu'on a plutôt que de... Donc en fait, ça pose un peu le cadre. Est-ce que vous nous livrez le reste juste après, le temps de laisser oui, bien sûr. Voilà, et comme ça on aura la suite sur votre porte d'entrée, mais quelles mesures vous avez fait très concrètes. D'accord. Madame Moine, si vous voulez vous présenter et introduire comment vous êtes arrivé à l'économie circulaire. Donc, bonjour, Émilie Lemoine, donc cofondatrice de l'association qui s'appelle Remise, qui et mon parcours, en fait, moi je suis architecte et je pratiquais en agence depuis une quinzaine d'années. Je me suis associée dès le début au mouvement de la frugalité heureuse et créative et l'émergence qu'il y a eu en Lorraine. Donc, le mouvement de la frugalité heureuse et créative, c'est l'écriture d'un manifeste par deux ingénieurs, deux architectes et un ingénieur, qui préconisent en fait, qui réfléchissent sur les manières de prescrire, de construire aujourd'hui avec l'idée de construire des bâtiments bioclimatiques avec des ressources limitées, avec le moins d'impact possible en fait, sur la planète quand on a cet acte de construire. Donc des matériaux biosourcés, réfléchir sur les modifications naturelles. Voilà. Et du coup est émergé en Lorraine un petit groupe qui s'est attaché à justement réaliser une carte, la carte des ressources, qui identifie tous les gisements de matériaux naturels en Lorraine, des scieries, des carrières, voilà, et d'autres. On peut la consulter au groupe partout. Et puis aussi une commission sur le réemploi, donc sur la problématique en fait de comment réemployer les éléments de la construction dans le bâtiment. Cette commission, c'est vous qui en êtes à l'origine? Avec Marc-Olivier Leroux, notre architecte, et il y a d'autres architectes aussi au sein de cette commission. Et donc à partir de là, la commission s'est créée, la frugalité se revendique, de ne pas forcément être une association ou avoir une structure fixe. L'idée c'est vraiment d'échanger entre nous sur des retours d'expérience et de bâtiments un peu particuliers et exemplaires. Donc on s'auto-forme, en fait, on échange autour de journées, on en a fait une il y a 4 jours sur la pierre, la construction d'un bâtiment en pierre. La dernière fois c'était sur plutôt justement le plan d'emploi. Sur la terre, enfin, voilà. Chacun essaye d'échanger de manière informelle en fait, sur ses préconisations. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née un petit peu l'association parce qu'on a souhaité assez vite créer un vrai outil en tant que prescripteur pour pouvoir porter le l'emploi, pour pouvoir mettre du l'emploi dans nos constructions. Voilà. Vous allez nous dire un peu comment ça s'incarne en termes de projet, notamment avec le lien avec le conseil départemental, ce que vous avez pu déjà faire. Très bien, merci. Merci. Monsieur Gessler. Oui, bonjour, je suis Martin Gessler, directeur logistique interne de l'Université de Lorraine. Donc nous, à l'Université de Lorraine, on n'est pas trop dans l'économie circulaire, mais on intervient plutôt sur la partie déchets, parce que l'Université de Lorraine, c'est 62 000 étudiants, 7 000 personnels, donc c'est comme une grosse ville en fait, et juste sur la partie de Nancy, qui traite qu'une partie de nos déchets, si on était une commune, on serait dans le top 5 production de déchets. On n'est pas particulièrement fiers de ça, mais en fait, la situation des déchets pour nous, c'est quelque chose d'important, important financièrement, de plus en plus, parce qu'avant on n'était pas soumis à la redevance spéciale, et maintenant on l'est, ce qui est financièrement pénalisant, mais je pense vertueux, parce que ça nous oblige justement à avoir une politique proactive.
Et donc, en quelques années, on est passé de 0 € de coût de traitement de déchets à presque 700 000 €. Et donc, pour nous, c'est un enjeu financier important et évidemment un enjeu environnemental aussi, parce que l'Université de Lorraine est investie dans le développement durable et souhaite être en conformité avec ses valeurs. Et donc, la grande difficulté qu'on a, c'est d'arriver, c'est un gros bateau, on a 50 sites, avec beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent. Les étudiants ne sont pas toujours redoublants à vie, ils partent, ils viennent, chaque année arrive. Heureusement, oui. Et donc, c'est des gens à reformer, à resensibiliser chaque année. Et donc, arriver à améliorer la situation des déchets nécessite une stratégie assez complexe. Guillaume. Bonjour à tous. Et donc, pour ma part, Guillaume Béliard, je suis en charge de la restauration collective chez Too Good To Go. À titre d'information, est-ce qu'il y en a qui connaissent Too Good To Go? Très très bien. Et est-ce qu'il y en a qui connaissent Too Good To Go sur la restauration collective? En général, il y a plus de mains à savoir qui se lève. Là, j'en ai une, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas de l'invitation. C'est vraiment un plaisir aussi de pouvoir, sur ces instants de pause réconfortante pour le déjeuner, aussi mêler des instants de réflexion sur l'économie circulaire. Je pense qu'on va le voir, et plein d'exemples autour de la table. Il y a vraiment un sujet qui va au-delà du recyclage, comme on a été sur la réalisation, et qui apporte une vraie pertinence au sujet. Too Good To Go, du coup, on a démarré il y a 5 ans, vraiment sur la partie gaspillage alimentaire, en partant de ce constat, 40% aujourd'hui de ce qui est produit pour l'alimentation dans le monde n'est pas consommé. C'est un problème qui est diffus sur toute la chaîne alimentaire, ça va de la production jusqu'au consommateur directement. Et nous, on s'est vraiment centré sur la restauration, la distribution, pour essayer de trouver une seconde vie, en fait, donc vraiment sur la réutilisation, trouver une seconde vie aux invendus alimentaires, qui a une application, j'en parlerai un peu plus en détail, qui permet de lier les consommateurs avec tout type d'acteurs, donc les hôtels, les supermarchés, les boulangeries, les stations de service, et maintenant, depuis 2 ans aussi, des universités, des écoles, des cuisines centrales, des entreprises, tous les acteurs de la restauration collective, pour vendre sous forme de panier surprise des invendus qui soient consommés avant qu'ils ne soient plus consommables. Non, merci. J'avais une question. Comment du coup s'incarne l'économie circulaire dans vos actions concrètes? Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour incarner l'économie circulaire, par exemple? Si quelqu'un veut y répondre, comment ça se manifeste dans vos projets? En fait, du coup, je trouve que le projet incarne l'économie circulaire dans le sens où, l'idée c'est de plus aller prélever de la matière première, en fait, pour extraire des choses de la terre, pour ensuite utiliser et la jeter. Donc, on est vraiment dans cette. On essaie de faire une chaîne de valeur à partir de ces matériaux, une chaîne en fait, et aussi développer vraiment les savoir-faire territoriaux, les savoir-faire locaux. L'idée, c'est de mettre en exergue un petit peu toute cette chaîne et essayer de créer une filière vraiment circulaire. Je vois qui commence avec le démontage, oui. Juste très concrètement. Oui. Vous voulez nous donner après Guillaume pour la parole. Comment ça se concrètement? L'idée, c'est effectivement d'arriver en fait, de diagnostiquer un bâtiment qui doit être démoli déjà en un premier temps. Aujourd'hui, ça va être obligatoire. On a à partir du 1er janvier 2022 l'obligation dans le diagnostic PMD, produits matériaux déchets, d'inclure un diagnostic ressources, c'est-à-dire qu'on doit aller en fait visiter les bâtiments et puis créer un diagnostic qui permet de savoir tout ce qui est potentiellement réemployable sur ces bâtiments. À la suite de ça, l'idée c'est de travailler avec des structures, principalement des structures qui sont en insertion, qui vont venir déconstruire proprement, en fait, on parle de curage vert, ces éléments potentiellement réemployables, de les collecter, de les peut-être reconditionner sur des plateformes physiques, les stocker pour que ces matériaux puissent ensuite être inclus dans d'autres constructions. Donc, l'idée, c'est vraiment déconstruire, collecter, expertiser, déconstruire, collecter, et puis ensuite être réemployé.
D'accord, et c'est vous qui êtes à la manœuvre, je dirais, chef d'orchestre, pour que l'étape se passe correctement. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, concrètement, la filière n'existe pas. Enfin, voilà. Et que, la filière. ouais, c'est ça. Ce que porte l'association aujourd'hui, c'est vraiment déjà de la sensibilisation et de l'information sur les renvois, qui n'est pas forcément évident et, pour tout le monde aujourd'hui encore dans le bâtiment. Et aussi essayer de structurer cette filière pour que chaque maillon, en fait, de la déconstruction jusqu'à justement ce nouvel emploi de nouvelle construction, soit possible avec toutes les garanties juridiques, assurantielles qu'il y a derrière. Là, effectivement, éviter que cet élément soit un déchet, ne pas utiliser un déchet. On a besoin de traçabilité, on a besoin d'assurance et de garanties derrière incompatibles. Guillaume, vous souhaitez réagir? Nous, pour notre part, tout à fait, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que l'économie circulaire est inhérente au concept même de tout gauche. Enfin, je pense que si on voulait schématiser un peu l'économie circulaire, c'est comme si on voulait maintenir une voiture en fonctionnement en essayant de mettre de moins en moins d'essence dans le réservoir, faire des distances toujours aussi importantes, voire même de plus en plus grandes, parce qu'on voit en termes de consommation, que ce soit ou même de confort, il y a des niveaux de qualité qui augmentent dans la vie. Chez Tukutugo, pareil, on est parti de ce constat, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, quelle que soit la proportion, et ça concerne le boulanger du quartier, ça concerne le grand restaurant d'entreprise, peut-être à quelques mètres d'ici aussi. Le but était de trouver comment on pouvait, sur ce décalage, avoir une seconde vie, une deuxième issue possible, afin d'éviter que cet invendu devienne un biodéchet et ensuite soit finalement recyclé. Donc c'est essayer d'être la dernière étape avant le recyclage. Bien sûr, la vision qu'on a, c'est que le gaspillage alimentaire, c'est un problème qui est beaucoup plus large que simplement une solution ne puisse le résoudre. Le meilleur moyen aussi de réduire le gaspillage, c'est de prévenir la surproduction. Il y a plein d'acteurs, plein de solutions qui existent sur ces choses-là. On s'est rendu compte dans la pratique qu'avec beaucoup d'efforts, les acteurs avaient aussi toujours un volume de surproduction à gérer dans leur activité économique. Et donc, quelle que soit cette proportion de surproduction, on arrive avec une solution en complément aussi du non alimentaire, qui a été fortement favorisé par Egali, par la loi Garot sur la grande distribution. On arrive avec une solution qui permet de façon simple, agile, d'amener un consommateur à cet invendu pour faire en sorte qu'il soit consommé plus rapidement. Donc, concrètement, comment ça se passe? Notre application, c'est un système où aujourd'hui 10 millions d'utilisateurs en France découvrent des commerces partenaires, quel que soit le type d'activité. Il y en a à peu près dans 2000 au niveau national. Et cet acteur, dès qu'il a un invendu, il va tout simplement le mettre en vente sur l'application sous forme de panier surprise. Il y a vraiment une notion pour nous importante dans le panier surprise d'apporter la flexibilité au site. C'est-à-dire que je n'ai pas référencé ce qu'il va y avoir dans mon panier. On s'adapte à ce qui reste. Exactement. Et surtout, ce que je n'ai pas pu anticiper en tant qu'acteur, je suis boulangerie et je ferme à 19h, je ne peux pas savoir encore à 18h58 ce qui va me rester. Et puis derrière ça, côté consommateur, il y a une notion aussi d'effort anti-gaspi derrière le panier surprise, qui est qu'on choisit de ne pas choisir pour une fois. Je vais prendre un panier anti-gaspi, en fait, je fais l'effort d'éviter que quelque chose soit jeté sans nécessairement choisir ce que je vais manger. Un peu comme quand chez soi, on ouvre son frigo et on mange les restes. C'est un principe de base. Donc voilà, donc ce panier surprise, pour nous, il y a une logique de quand j'arrive à la fin de la gestion de la surproduction, je veux m'assurer que ce qui reste de surproduction, je puisse l'amener à 100% de valoriser. C'est aussi ça qui est important. Si on continue à donner le choix, en fait, on aura encore des choses pas choisies qui seraient jetées. Et au-delà de l'application, on a aussi développé deux piliers avec Tukutugo qui ont pour but d'agir sur autre chose que la surproduction dans le gaspillage alimentaire. Il y a des enjeux de sensibilisation des consommateurs, par exemple. On a aujourd'hui justement 10 millions d'utilisateurs qui ont l'application. C'est aussi un levier pour passer des messages sur la consommation responsable, sur même l'utilisation de moins d'emballage. Et on demande à tous nos commerçants de ne
ne pas forcément fournir d'emballage avec le panier anti-gaspi, et de dire au consommateur, viens avec ton propre suremballage pour récupérer ton panier. Et puis aussi d'autres sujets, il y a par exemple la confusion entre les dates limites de consommation et les dates de préférence. Ça entraîne 20% du gaspillage alimentaire chez soi. Bien sûr, on ne va pas l'adresser avec nos paniers anti-gaspi. En revanche, on a créé un pacte qui, du coup, lie les industriels et les distributeurs pour aussi faire en sorte qu'ils puissent, eux, modifier les emballages, ajouter des éléments d'information pour dire une date de préférence, elle est toujours consommable après. Donc, observer, sentir, goûter l'aliment à la différence d'une date limite. Voilà, pour aussi éviter qu'il y ait des choses très simples qui soient jetées chez soi. Alors, il y avait une petite question, et après, je voudrais revenir sur la restauration collective, et notamment le lien qu'il peut y avoir justement avec les collectivités que l'on a autour de la table. Si c'est possible, apparemment vous pouvez le faire. Oui, bien sûr. Non, alors, je me présente, Maryse Maillefert, je suis boulangère depuis 2009. Un pain de côté avec Saint-Christophe et on fabrique du pain bio au levain naturel. Et quand j'ai créé mon entreprise, la boulangerie, j'étais dans une coopérative et chacun devait présenter sa façon de concevoir le commerce. Et j'ai tout de suite dit, ben moi, il n'y aura pas de boutique chez moi. Ça sera que sur commande. Alors une boulangerie que sur commande, on m'a dit que c'est pas possible, ça ne marchera pas. Et maintenant, ça fait depuis 2009 que ça existe et c'est toujours sur commande, on n'a aucun gaspillage. Les gens sont peut-être, on perd des clients qui veulent venir acheter leur pain à 7,5 € et avoir tout le choix possible, tant pis, ça fonctionne. On n'a aucun invendu. C'est la première chose, c'était pour répondre à ça, donc ça existe, c'est possible. Il faut, les boulangers actuellement, ils refont une série de baguettes 1h30 avant la fermeture parce qu'il faut que personne ne manque, jamais, et ils se retrouvent avec une tonne d'avant. Si j'ai bien compris, c'est une application téléphone, un truc c'est pas matériel, quoi, c'est un truc. Tout à fait. Alors ça aussi, on nous l'a proposé. J'ai pas le temps de m'occuper de ça, mais c'est pas possible. De toute façon, je n'ai pas là pour le prendre. Et par rapport à la restauration collective, ça permettra peut-être de faire le lien. On fournit également du pain pour les restaurations d'entreprise. Et là, il y a des choses, des fois, quelquefois, qui me choquent un peu, bien sûr, pour la question de la finance. Le bio, c'est cher, c'est pas vrai. Enfin, pour moi, c'est pas vrai, parce que je garde beaucoup plus longtemps, etc. C'est la première chose. Et puis, on nous commande du pain une fois par semaine. Pour les collectivités, pour les restaurations d'entreprise, pour différents lieux. Et les autres jours, ils ont de l'autre pain. Voilà. Et ils veulent avoir le choix, les gens. Ils n'ont pas que du pain bio, ils ont aussi un autre pain. Mais les autres jours, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont que du pain pas bio. Voilà, c'est un peu une incohérence et il y a du gaspillage de pain. On voit que la notion de choix est en tout cas quelque chose d'un peu à re-questionner dans notre modèle d'hyperconsommation et notamment dans le modèle d'économie circulaire. Et du coup, je voulais faire le lien avec la restauration collective et notamment les collectivités qui sont là, les universités. Comment on peut, et notamment peut-être avec Togo aussi, réduire ce gaspillage, notamment dans la restauration collective. Comment ça s'incarne voilà, dans les pratiques. Guillaume, si vous voulez transmettre aussi la parole. Alors, en tant que vice-président au département, c'est un des sujets dans lequel je me suis pas mal impliqué ces derniers temps. Le département il est porteur de ce qu'on appelle le Pacte 54, qui est le projet alimentaire territorial, qui se traduit par une dizaine de projets sur aussi bien le nord du département que le sud, et notamment qui traite de la question de la restauration collective. Voilà, donc il traite de ce sujet, d'autant que restauration collective ici, au sein du département, donc une restauration collectivité publique, mais on a, je crois, 44 sites
mémoire, hein, j'en ai peut-être un, mais je dirais 44 collèges qui sont équipés d'une cuisine. Alors je confirme, le pain représente, semble-t-il, dans les chiffres que j'ai eus, 40% de la question de ce qui n'est pas mangé, voilà, de ce qui est mangé en fait. Comment vous imaginez le réduire Togo a apparemment développé un concept qui peut... Avec toutes les précautions, parce que je sais que le sujet a été évoqué hier, les précautions juridiques quant à vérifier justement, parce que c'est une question qui a été posée hier, sur comment la réutilisation, respect de la chaîne du froid à la sortie des repas non servis du département. Alors, il y a des solutions qui ont été trouvées. D'abord, il y a quelqu'un qui travaille dessus activement, et on a, je crois, réduit de près de 17% par an les choses non utilisées. Donc, c'est un travail de sensibilisation à remplir, y compris alors, pas avec des étudiants, mais c'est avec des collégiens, mais ça commence avant, bien sûr. C'est toute une culture, je pense. Et puis, alors, il y a des solutions un petit peu innovantes. Par exemple, on s'est rendu compte que les salades, les barres à salade où on se sert soi-même, chez les adolescents, ça produisait en fait le fait qu'ils se servaient à la hauteur de ce qu'ils souhaitaient. Oui, moi là par contre, on demande le choix. Par contre, et on va en revenir à un sujet qui concerne Christine Bétier, c'est que s'il n'a pas été pensé, c'est un peu l'éco-conception. Exactement. C'est un sujet que vous connaissez, là, ça je vous laisse enchaîner. Oui, alors effectivement, on est concerné également par rapport à la restauration, puisqu'on construit des cantines, des demi-pensions de collège dans notre direction. Donc on est en lien étroit avec la direction de l'éducation qui est sur ces questions-là, et sur la direction de l'environnement qui est sur la réduction des déchets. Et donc aujourd'hui, quand on fait une nouvelle demi-pension, bien entendu, il y a le tri, etc., les salades d'arbres, on prend tout ça en compte. Notre référentiel a évolué beaucoup depuis. Et sur les collèges plus anciens, on essaye aussi d'adapter les choses. C'est des travaux qui ne sont pas forcément toujours très conséquents, donc on adapte de plus en plus les choses pour qu'on soit dans les clous. Après, c'est plus des questions de fonctionnement, de politique d'achat, c'est les collèges qui achètent. Enfin voilà, c'est pas le problème de cette dualité éducation nationale et département qui peut poser des problèmes pour la politique d'achat. Est-ce qu'on pourrait imaginer du réemploi au moment où on conçoit ça? Alors, au niveau, on le fait, parce que dans les cuisines, justement, quand on construit une nouvelle demi-pension, on met du matériel neuf, parce que on voit tous les siphons de sol, enfin, c'est très technique, et donc le matériel existant n'est pas forcément en fin de vie. Donc en fait, on redistribue dans les collèges existants des matériels. Donc on ne jette jamais de matériel à la poubelle, d'autant plus que c'est du matériel qui est coûteux. Et voilà, donc on le fait de manière intuitive, si je veux dire, on travaille entre services et on dit, bah là, on va remarquer la cuisine, la haute, enfin la chambre froide, on peut la déplacer, etc. Donc, ça, on l'a toujours fait et on le fait toujours, ne serait-ce que par souci d'économie financière et puis de gestionnaire en bon cas de service. Et en lien avec l'association Remise? Alors, avec l'association Remise, on n'a pas encore, on travaille avec eux sur la sensibilisation. D'ailleurs, la première chose, c'est la sensibilisation. Parce que l'économie circulaire, les gens qui font le recyclage et l'économie circulaire, y compris dans les services. Et donc nous, on a démarré à faire avec un partenariat avec l'école d'architecture. On leur a prêté des bâtiments pour qu'ils fassent le diagnostic démolition et réemploi. Donc ils avaient un terrain de jeu en fait, et du coup, ça a un petit peu sensibilisé les gens là-dessus. On a travaillé, on a fait des réunions avec l'école d'architecture. Et puis là, on a développé ça en répondant à un appel à projet aussi sur la réhabilitation d'un collège. Donc on a fait un appel à projet sur l'économie circulaire avec le Climaction. C'est quelque chose d'un peu pilote. Là c'est pilote, voilà. Donc c'est le collège Donnant-Roman qu'on va reconstruire. Le concours d'architecture est en cours, on a les résultats, donc il y a l'aspect économie circulaire qui est vu. Voilà, on a fait tout le diagnostic, etc. Avec un financement, donc les aides sont de 70% du montant des études de l'AMO. On a un AMO économie circulaire sur le sujet. Assistant en maîtrise d'ouvrage, donc qui est vraiment sur ce volet-là et qui nous guide tout au long de l'opération, qui nous accompagne pour qu'on soit exemplaire sur le thème de l'économie circulaire. Alors, la seule difficulté sur ce dossier, c'est qu'on a un collège qui a beaucoup d'amiante. Et qui dit matériaux amiantés dit difficulté de réutilisation, puisqu'on doit éliminer l'amiante.
Donc c'est un écueil, mais c'est pas grave parce que la démarche est là, on va quand même récupérer quelques... Et surtout, ça sert d'opération exemplaire, comme on l'avait fait avec le premier collège de génération, en termes de haute qualité environnementale, c'est la démarche. C'est emmener les services, c'est emmener tout le monde là-dessus, initier. Voilà. Et d'ailleurs, le prof de l'école d'archi qui travaillait sur cette thématique-là est venu faire un cours. Je fais partie d'une association d'ingénieurs territoriaux. On avait organisé un congrès régional en 2018 sur l'économie circulaire, ici, avec l'intervention de l'école d'archi, donc des ingénieurs territoriaux, toutes les collectivités locales. Il y a eu un thème national aussi là-dessus, je fais un peu de la pub pour mon association aussi, il y a des ingénieurs de collectivités dans le public. Et donc, c'est vraiment, ça commence à rentrer un petit peu. Comment ça a été accueilli? Alors, il y a encore beaucoup de scepticisme chez les techniciens en disant oui, c'est marginal, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être récupérer la fenêtre pour faire une serre dans une secta. Et bien oui, et ben pourquoi pas? Si on fait déjà ça, c'est déjà bien. Il y a l'enjeu de sensibilisation, mais après, voilà. Quelle application? Alors, après, c'est très compliqué dans des bâtiments publics parce que la réglementation, et encore, tout ça va se régler, mais la réglementation va être très stricte. Donc, par exemple, je donne l'exemple des porte-coupe-feu, j'en discutais avec Émilie au préalable. On a des porte-coupe-feu, on doit les changer quand on restructure un collège parce qu'on n'a plus les documents, les certificats. Mais ces porte-coupe-feu sont des portes très solides qui peuvent être utilisées dans des bâtiments qui ne sont pas ouverts au public, donc chez les particuliers, etc. Donc là, c'est là que l'association Remise peut intervenir en disant, ben voilà, là on a un collège, on va changer les porte-coupe-feu, on va changer tel matériau, tels équipements parce qu'ils sont plus conformes du point de vue de la sécurité incendie dans un collège, mais ils peuvent l'être pour de l'habitat parce que les règles sont moins strictes. Donc voilà, donc on a à disposition. Donc, on va essayer d'établir un partenariat avec le MIG là-dessus. Et déjà d'avoir une sensibilisation, donc je vais en parler tout à l'heure, qu'elles viennent faire des micro-formations par demi-journée. Donc on voit c'est des actions menées en parallèle. Des choses pilotes, en même temps de la sensibilisation pour mener à bien en fait et impliquer ce processus-là dans nos façons de faire. Et donc on a des exemples concrets, par exemple sur le collège Artel, qui est un collège exemplaire du point de vue de l'environnement, puisqu'on utilise du bois, de la paille, c'est un mode constructif très poussé au niveau environnemental. Et sur le mobilier, plutôt que de racheter du mobilier neuf, l'équipe de maîtrise d'œuvre a travaillé avec la chargée d'opération sur la réutilisation du mobilier. On va le recustomiser en fait pour réutiliser une partie du mobilier qu'on peut réutiliser. Parce que là aussi, sur le mobilier d'il y a 20 ans était lourd, donc il y a des problèmes de poids par rapport aux agents qui manipulent le mobilier. Voilà, donc tout ça est pris en compte, mais on va réutiliser une partie du mobilier, pas l'ensemble. L'idée, c'est de lancer la machine. Monsieur Bessier, vous souhaitez réagir? Sur la partie alimentaire, on n'a pas le coup, pas exactement de. Oui, vous avez une problématique quand même. Mais avant, peut-être pour la partie recyclage ou économie circulaire, on a créé 2 rivières café des étudiants, un du dans Cypre-Laboratoire, un autre à Metz, pour apprendre aussi aux étudiants et donc avec la professeure dans une logique de réparation, lutter contre les sciences programmées. On a également aussi une logique des étudiants qui partent, des étudiants qui arrivent, généralement ils ont les mêmes problèmes de mobilier et les grands musées on les retrouve sur le trottoir. Et donc et le problème c'est difficile de faire la jonction entre ceux qui partent en juin et ceux qui arrivent en septembre, c'est pas. Et donc on a essayé de créer des partenariats avec la BNAID qui est en train de se créer pour essayer d'avoir un. Alors pour préciser peut-être que c'est la BNAID. La BNAID c'est une recyclerie qui est en train de se monter et développer on a été avec au départ, on recherchait avec le Grand Nancy la possibilité de recyclerie qui fasse face à la jonction, donc de stocker des matériels pour les revendre. Alors soit ils font de l'upcycling, ça ils les remettent en forme, à jour, soit ils les revendent en l'état. Et donc ça c'est une chose qu'on aimerait pouvoir développer avec eux et avec d'autres. Et puis on a aussi comme des vélos, ça paraît idiot, mais les vélos c'est pareil, ceux qui partent et ceux qui arrivent ne se croisent pas. Donc là on a lancé des courses au vélo à Metz en septembre, une en juin, pour que ceux qui puissent partir les vendent avec l'association Metz à vélo qui garde le vélo et le revend ensuite, alors peut leur envoyer l'argent ou le garde si jamais il n'y a pas de code. C'est des choses qui doivent nous permettre, parce qu'on a ce problème de rupture entre nos corps, entre la vie et le pas.
et de cycle. Donc en fait, le recyclage, c'est aussi des choses qu'on servait à un cycle précédent, on sert au cycle suivant. On va allonger la durée d'usage, c'est du coup des... Et puis un autre plan sur lequel nous allons travailler beaucoup, c'est qu'on veut aussi créer une plateforme de valorisation de nos mobiliers. En fait, on est dans une logique d'inventaire plus poussée que ce qu'on avait avant, parce qu'on est une structure relativement jeune, en 2012. Et le fait d'inventorier nos biens, on s'est rendu compte que parfois on tombait sur des cimetières de mobilier, de stock d'enveloppes, de stock de cartouches, je ne sais pas quoi. Oui, des choses dormantes. Voilà. Et donc, ça paraît simple, il y a derrière des questions de numéro d'inventaire, d'argent comptable, c'est d'argent public, on va faire tout ce qu'on veut avec. Et donc là, ce qu'on veut, c'est essayer de reproposer au sein de l'Université de Lorraine, en disant, je ne sais pas, l'unité un tel, peut-être repasser des paillasses à l'école de l'ingénieur, à la faculté des sciences, ainsi de suite, tout en gardant la traçabilité comptable du dispositif. Et aussi le revendre, avec les domaines maintenant on peut revendre assez facilement sur le... Et enfin, si on n'arrive pas à le revendre, à faire des bons associations, on va essayer de faire des choses assez pour arriver à ce que ces cimetières-là soient réutilisés. Oui, vous prenez un petit peu la méthode des fameux R, refuser, réduire, réutiliser, c'est un petit peu ça que vous voulez appliquer. Vous aviez aussi, il me semblait, la Stop Déchets Academy, oui. Il me semble. Peut-être. Oui, en fait, dans notre démarche, il y a le tri, parce qu'il y a la réduction des déchets à la source. Et, donc, on veut former nos étudiants. En fait, la difficulté qu'on a, nous, c'est d'arriver à former beaucoup de monde. Et le Grand Nancy, par exemple, va nous dire, nous, Metz Métropole, ne peut pas mettre les ambassadeurs du tri qui viennent chez nous tout le temps, chaque année, former les gens. Donc, ce que l'on fait, c'est un système de formation de formateurs. Donc, on fait venir des étudiants dans des bureaux, les BDE, hein, pour les transformer en ambassadeurs du tri UL. Donc, on va lancer la première Stop Déchets Academy en janvier et en février à Metz, en janvier et février à Metz, pour leur apprendre à avoir des activités ludiques de comment on trie, parce que aussi il y a des règles du tri qui ne sont pas évidentes à trouver. Hein, elles varient déjà si vous restez en Nancy, c'est valable il y a 2 ans, et si vous venez de l'extérieur, elles ne sont pas non plus forcément correspondantes à celles qu'on a actuellement ici. Et l'autre chose, c'est aussi des réductions de déchets à la source en les formant à tout ce qui est création de cosmétiques ou de produits de nettoyage pour apprendre aussi aux étudiants à entrer dans une culture de suppression de déchets et pour qu'eux ensuite forment leurs pairs dans les dispositions. Donc là, on va se mettre ça chaque année en place, le Stop Déchets Académique, pour rentrer dans une logique. Parce que les étudiants sont plutôt acheteurs de ce genre de thématique, même s'ils ne trient pas autant que ce qu'on voudrait. Ils ne font pas aussi attention. Il y a une espèce de double. Voilà, le docteur Sergei aussi. Oui, c'était juste par rapport au mobilier aussi, donc le département ici, donc le mobilier, les bureaux, etc. Bien entendu, il y a toute une gestion du mobilier pour le redistribuer. Et pour les collèges, quand on change de mobilier, on fait des bourses avec les autres collèges. C'est-à-dire que le collège organise une bourse, et puis le mobilier qui n'est pas récupéré par les autres collèges, et ben on le met à disposition d'associations aussi. Voilà, donc, encore une fois, on passe des étapes en fait. Oui. Voilà, c'est pas à pas, et puis quand ça ne va pas, voilà. on met à disposition. Il y a toujours du vieux mobilier, ce qu'on trouve toujours dans les sous-sols, des choses qu'on utilise, donc à ce moment-là, il part effectivement en recycle. Alors, on voit que les collectivités, les universités ont certaines problématiques, notamment au niveau réglementaire. Guillaume et Émilie, comment vous vous adressez aux collectivités pour leur proposer vos services et peut-être un peu minimiser aussi, les aider, et pas les mettre encore plus en difficulté, notamment sur les parties hygiène, réglementaire, comment ça se passe? Oui, alors, nous plutôt sur la partie alimentaire, restauration collective. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec la restauration collective concédée, donc ça veut dire qu'on fait appel à des prestataires, ça peut être des collectivités, mais on fait appel à des prestataires que vous connaissez, dans ce réseau, etc. Donc, on fonctionne sur un modèle privé qui met en place des solutions au même titre qu'un groupe de restauration classique. On agit du coup en termes de type d'établissement, la cuisine centrale par exemple. Une cuisine centrale en général c'est un grand lieu de production qui va produire des milliers de repas par jour, des centaines, parfois des milliers, pour ensuite les livrer à ce qu'on appelle les satellites, c'est-à-dire principalement des écoles
mais aussi des établissements de santé. Souvent, en fait, ils se rendent compte, et ça a été le cas encore plus avec les aléas du Covid, qui sont des ajustements des demandes, des fermetures de classes, des réductions de nombre d'élèves, des élèves qui partent en voyage ou autre. Donc forcément, ils ont besoin de produire à l'avance, et puis le matin même avant de livrer, ils découvrent le résultat effectif du nombre de repas qu'ils vont devoir livrer. Il y a une surproduction, et du coup on met en place un système pour trouver d'autres consommateurs via notre application qui peuvent, pareil, de façon pratique, venir les racheter, les récupérer sur site à prix réduit, donc sur la cuisine centrale directement. On agit avec des hôpitaux, des cliniques, pareil, qui ont soit des cafétérias commerciales, qui vont avoir effectivement un système de vitrine où il y a la surproduction et donc des invendus en fin de journée, soit même de la restauration du personnel, qui pareil, comme une restauration d'entreprise, a un buffet ou de la surproduction en cuisine, et on va trouver des utilisateurs via notre application qui viennent tout simplement acheter et récupérer ces paniers-là. Donc vous mettez en lien en fait. Exactement. Nous, on fait le lien entre les consommateurs, comme vous et moi, avec tous ces acteurs qui, à un moment donné, peuvent avoir un panier, petit panier de surproduction. Et comment c'est reçu actuellement? Vous avez un exemple peut-être à nous donner? Le panier Comment les collectivités reçoivent votre message? En tout cas, est-ce que certaines... Alors très bien, chacun, alors, il y a ceux qui veulent tester, il y a ceux qui déclarent un petit peu l'envie de tester à plus tard. C'est une notion d'engagement qu'il faut prendre sur ce type de sujet. Mais pour ceux qui testent, c'est en général assez apprécié. Il y a une notion importante qui est celle de, certes, on ne vient pallier un problème, on ne veut pas en rajouter un autre. La notion du temps, on l'évoquait tout à l'heure. Nous, ça a été hyper important que ce site internet, cette appli soit très simple à gérer côté commerçant ou restaurateur. En fait, il est juste en 3 clics par jour avec le nombre de paniers qu'il a à mettre à la vente. Ça évite un surtemps, une surcharge. Les gestionnaires ont déjà des commandes, achats, etc. Si on en rajoute encore. C'est ça. Il a fallu que ce soit une solution qui s'imbrique dans leur opération, plus que quelque chose qui se rajoute et qui rajoute une contrainte. Même chose, on s'assure aussi que le modèle économique de la vente de ce panier ne crée pas une dérive qui consiste à dire du coup, j'ai pas besoin de prévenir ma surproduction parce que je peux la mettre en panier derrière. Donc on s'assure qu'en fait, un panier qui est vendu sur To-Go, on évite de perdre de l'argent et on n'en gagne pas plus d'un point de vue commerçant ou site de restauration. Après, tout à l'heure, on a évoqué du coup le sujet, il y a aussi les restaurants d'entreprise, je ne l'ai pas évoqué précisément. Si on prend le gaspillage sur un restaurant d'entreprise, il y a plein de choses. Il y a les restes d'assiettes, ça clairement on ne va pas les mettre en panier anti-gaspi. Par contre, on peut faire de la sensibilisation. Donc pareil, il y a tous des outils de nudge pour essayer de passer des messages, que ce soit à table, que ce soit au moment où ils se servent. On parlait du pain, les acteurs font déjà beaucoup d'efforts pour essayer de parfois réduire le nombre doubler le nombre de morceaux de pain pour qu'en fait on en prenne 2 petits plutôt qu'un gros et que ceux qui ont une petite faim n'en prennent qu'un finalement. D'ajouter aussi un message pour dire venez vous resservir en pain si vous avez besoin, mais ne prenez pas trop de pain tout de suite. Donc comme pour les particuliers, vous venez aussi sensibiliser. Exactement. On sensibilise aussi, on essaie aussi d'aider les sites à sensibiliser sur la reste d'assiette. Bien sûr, on va adresser les paniers anti-gaspi sur cette surproduction qui est valorisable. Après, vous l'avez dit, il y a des notions d'hygiène, de sécurité. On se rend compte que les textes réglementaires qui ont été faits n'avaient pas pensé à des solutions comme nous. C'est-à-dire que tout ce qui a été restreint à la valorisation, c'était dans le but de on ne peut pas le servir pour le servir du lendemain. En revanche, on se rend compte qu'on peut en faire une consommation immédiate si ça respecte la température, etc. Nous, on vient aussi discuter avec la direction générale de l'alimentation, par exemple, pour dire vous avez pris un cadre qui sert aujourd'hui les acteurs. Vous avez un peu de lobby aussi. Alors, pas de lobby comme tel, mais de tout simplement comprendre comment nous on rentre dans ce cadre, comment une solution comme la nôtre, ou des concurrents d'ailleurs, vient potentiellement faire évoluer le cadre d'hygiène possible. Émilie, monsieur. Je crois qu'il y a 2 questions. Oui, juste une question. Alors, moi,
moi je suis un peu entre deux entités, puisqu'on est accueilli ici par le conseil départemental, Normandie, on a les représentants de l'université. Moi, dans le CILU, je suis professeur adjoint d'un lycée. Donc, l'entité de collectivité, c'est la région, avec une problématique de déchets et de gestion des ressources alimentaires qui est cruciale. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous venez de dire, mais quand vous ajoutez à la réglementation HCCP la difficulté de gestion du personnel, parce que mettre en place dans le respect de la chaîne du froid, de la chaîne du chaud, etc., et avoir du personnel qui est là pour pouvoir assurer la mise à disposition. Nous, on sert entre 1400 et 1800 pages chaque midi, 300 petits-déj, 300 dîners. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On a travaillé sur les notes, sur le pain, etc. Mais fondamentalement, on n'a pas évolué drastiquement. Donc c'est vraiment la notion du temps qu'on rajoute avec une notion de valorisation en fait de cette surproduction. Ça clairement c'est quelque chose qu'on étudie cas par cas, c'est-à-dire que chaque établissement a on essaie de comprendre leur mode opératoire, comment aujourd'hui les équipes s'organisent, à quel moment elles arrêtent, parce que bien sûr la restauration collective c'est aussi un monde où à la fin du service il y a un temps prévu pour le nettoyage, le débarrassage et puis ensuite on disparaît les personnes sur l'établissement. Donc on essaie de trouver des solutions pour que la récupération soit à ce moment-là, soit parfois décalée et prise en charge par l'établissement. Donc le lycée sur un accueil ou autre, les cuisines centrales c'est la même chose. On a aussi cette notion parfois de faire des récupérations à la grille. Et il y a même d'autres freins qui sont entrés en jeu, c'est parfois la notion de vigipirate, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait n'importe qui rentre sur le site. Mais on trouve via l'accueil, la grille, les quais de livraison, souvent une solution, sachant que pareil, nous, au-delà de la partie passer peu de temps sur l'application pour mettre son panier en ligne, il y a aussi une notion il faut que la récupération elle soit très rapide, sachant que tout le paiement est fait sur interface, qu'il y a juste à montrer un reçu pour récupérer son panier. En fait, la restitution du panier, c'est 10 secondes. Donc c'est aussi comment je remplace du temps qui consistait à vider mon buffet pour le jeter ou vider ma surproduction de stock tampon, à la portionner en panier et la porter à la grille à un moment précis où je fais venir le consommateur. Et nous aussi, on fait en sorte que s'il y a une flexibilité à avoir, elle soit plutôt côté commerçant que côté consommateur. Donc les créneaux de collecte, parfois d'un panier, surtout si vous avez réservé, c'est à 5 minutes près. On vous dit il faut être là de 14h à 14h05 pour récupérer, parce qu'on sait que à 14h06, en fait, l'équipe de restauration elle est en train de faire autre chose. Il me semble qu'il y avait une deuxième question. Juste, monsieur, madame et Lassou, je coordonne le PLS scolaire et donc je suis affecté aux problématiques de restauration collective. Je vais passer des questions, mais plusieurs points que je voudrais soulever par rapport au gaspillage. Nous, on a constaté, donc on est aussi par rapport à la métropole dans le plan chasse au gaspillage que la métropole du Grand Nancy a mis en place. Aujourd'hui, quand on analyse un peu les données, là-dessous, c'est 1000 enfants scolarisés, 600 à la cantine par jour, maternelle et élémentaire. On se rend compte en fait qu'on a réussi vraiment à réduire drastiquement le gaspillage de pain, tout simplement en changeant de prestataire. Le pain est meilleur, le pain est mangé, clairement, et on reste exactement sur les mêmes grammages. Donc il y a déjà aussi une idée aussi de si c'est bon, c'est mangé, et si c'est pas bon, c'est moins mangé. Et je voulais aussi évoquer le fait que certaines indications, certains points, comme par exemple la loi Egalim qui impose aujourd'hui à la restauration scolaire, collective, un repas végétarien par semaine, génère, alors l'objet de mon propos, c'est pas du tout de parler de végétarien ou bien pas, c'est que factuellement, aujourd'hui, sur la restauration collective, les pics de gaspillage sont les jours de ce repas végétarien, pour diverses raisons, parce que peut-être c'est pas au goût des enfants, parce qu'il n'y a pas eu de communication, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation de goût par rapport à cette population, et qui se retrouvent avec des plats qui sont, pour des enfants de 3 à 10 ans, quand vous faites par exemple les spaghettis bolognaises, en remplaçant la bolognaise par de la sauce aux lentilles, très sincèrement, même moi, qui ne suis pas difficile, il faut quand même être bien attaché pour manger son plat.
Donc, et malheureusement, donc, quand on prend un tâche avec un des grands prestataires que je ne citerai pas, mais on est en liaison froide avec un grand prestataire que vous avez cité, en fait, on se rend compte qu'on voulait baisser la production, la livraison, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait, quand je vous parle de gaspillage, c'était 60-70% de retour poubelle après service. Juste sur le menu végétarien. Juste sur le menu végétarien. Donc c'est des pics vraiment assez, très importants. Et on se rend compte en fait qu'eux aussi sont restreints à ne pas descendre en dessous d'un certain seuil qu'on avait déjà atteint. Donc en fait on est un peu le chat qui se mord la queue parce que la production en cuisine centrale est faite, elle est livrée sur les satellites, comme vous l'avez dit, et après le levier en fait pour jouer sur la collectivité, par exemple comme la mienne, sur cette chasse au gaspillage, elle est vite limitée parce qu'on peut travailler sur l'éducation aux enfants, sur l'éducation, la formation des équipes d'animateurs périscolaires, sur la formation des agents techniques, mais derrière la production elle est faite. Alors du coup c'est complexe. Et puis le dernier point que je voulais aborder avec vous surtout par rapport à votre application, c'est on est passé sur la collectivité sur du 100% gastronorme, donc inox, et on se rend compte que maintenant, par exemple si on vient travailler demain avec vous sur l'idée de ces paniers, c'est quid en fait du reconditionnement, puisque le gastronome pour 60 personnes est ouvert, comment on fait techniquement, comment ça se passe en fait, ça c'est une vraie question. Alors, n'hésitez pas si vous voulez aussi intervenir. Donc sur la partie contenant, effectivement, il faut que ça rentre aussi dans une des obligations qui va arriver, qui est de mettre fin aux emballages plastiques. Nous, on met à disposition, si besoin, des contenants qui sont biodégradables, qui sont faits en bagasse et de la fibre de sucre de canne. Pareil, avec des compartiments qui n'ont aucune trace de plastique dedans et qui permet aussi effectivement de faire quand même du portionnage et de la restitution à emporter. Ça, pour le coup, on n'a pas le choix. On se dit bien que demain, sur certains sites, qui ont une population captive, qui fonctionnent parfois sur un modèle privatisé, comme des restaurants d'entreprise, il faudra aussi qu'on aille vers des solutions de consigne, de réutilisables, de passer vraiment du jetable biodégradable au réutilisable. Mais ça inclut aussi de changer beaucoup le mode de consommation, d'étapes supplémentaires après la consommation. Et ça s'adapte à des cas où le consommateur, l'utilisateur, il revient sur des sites régulièrement pour le faire. On a certains sites qui le font déjà à la confiance, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un panier anti-gaspi qui va être mis dans du biodégradable, il choisit en fait de mettre à disposition des bocaux en verre réutilisable et il précise bien le message aux consommateurs de bien le ramener. Ce n'est pas les cuisines centrales, c'est plutôt les restaurants d'entreprise. Mais voilà, c'est aussi là pour le coup basé sur une forme de communication et de confiance avec les consommateurs pour les emmener vers une consommation plus responsable. Alors, du coup, on voit qu'il y a quand même plusieurs solutions, mais qu'il y a encore des problématiques qui restent là. Au-delà du coup de l'alimentation, qui reste, on va dire, le point 1 où on peut réduire le gaspillage. L'économie circulaire s'incarne aussi dans d'autres exemples. Madame Abbatier, vous souhaitiez peut-être en dire un mot? Juste, hier, dans le hall d'accueil, ici, il y avait une vente, enfin pas une vente, parce que c'était du don, il y avait un dressing d'habits pour enfants. En fait, c'est venu d'initiative spontanée d'un collège, le collège de Rigny à Toul, de profs, je pense, qui ont dit mais on a plein de vêtements, des objets perdus. Et donc on a plein de vêtements qui sont stockés. Donc ils ont fait un ramassage dans toutes les structures, les écoles, les crèches des alentours. Ils ont récupéré tout ça. Et ils l'ont mis à disposition hier des associations, des foyers de l'enfance, etc. Et en fait, c'est parti. Donc là c'était dedans, quoi, du don. Mais les agents, par exemple, disaient nous on veut bien acheter et donner de l'argent pour. Parce qu'il y avait plein de choses. Et pourquoi pas, donc c'est parti d'initiative locale, ça marche. Et c'était des vêtements qui seraient partis à la poubelle, sinon, peut-être chez Rex, mais. Voilà, c'était un bel exemple, je trouve, de se poser la question à chaque fois, quand on a un objet dont on ne sait pas quoi faire, plutôt que de dire on va le donner, comment on peut le réutiliser. Voilà. Et
notamment avec les foyers de l'enfance aussi, donc on a le réseau éducatif qui accueille beaucoup de foyers de l'enfance. Le mobilier scolaire aussi, on le recycle, mais ça c'est entre techniciens en fait. Finalement, il nous reste tant de. Moi je vais le prendre pour les MNA, pour mettre dans des locaux où on aura besoin de mobilier. Merci. Alors finalement, on voit que l'économie circulaire, elle touche plusieurs secteurs. Là, Madame Pétier, vous illustrez avec le don, mais en fait, il faut aussi peut-être faire attention à ce que l'économie circulaire ne rentre pas dans une logique de réponse à la question de la précarité. L'économie circulaire, chacun, à son échelle, doit l'incarner en fait. Peu importe son statut social, sa place dans l'échelle sociale, je dirais. C'est, peut-être l'écueil, le point de vigilance à avoir, parce qu'on a toujours tendance à se dire, d'une part, on va attaquer aussi sur la partie alimentaire, le gaspillage, qui des fois va rester le point 1 et on ne passe pas au point 2, et puis de répondre aussi à cette logique de précarité ou de don. Il nous reste 10 petites minutes. Quels seraient vos points de conclusion si vous deviez là redéfinir l'économie circulaire et quel message vous souhaiteriez faire passer pour que les choses bougent et puissent s'incarner vraiment dans le structurel. C'est-à-dire que voilà, chacun à notre échelle, on porte cette voie pour que les voies bougent, etc. Mais que aussi les échanges se fassent correctement entre collectivités, entreprises et puis particuliers. Alors effectivement, juste pour conclure, les points un petit peu bloquants, on va dire, au niveau de l'emploi aujourd'hui, c'est que, je parlais de l'emploi, mais après je trouvais qu'il y a des paniers très intéressants pour les bâtiments aussi. Je pense que c'est tout ça, comme ça, faire un panier de matériel à employer. Voilà. Exactement, c'est une surprise. Voilà, des petits paniers conceptuels. Voilà. C'est bien de voir donc c'est insister sur le fait qu'aujourd'hui la filière de l'emploi, elle n'existe pas. On n'est que dans l'expérimentation et qu'aujourd'hui, si cette filière n'est pas soutenue par les collectivités et par des engagements politiques, elle ne pourra pas s'appuyer que sur des associations avec des bénévoles. On est sur quand même une échelle territoriale énorme, des acteurs très diversifiés qui vont effectivement des prescripteurs aux entreprises, au maître d'ouvrage, au bureau de contrôle, à l'accompagnement juridique, également en fait toutes ces personnes qui vont déconstruire donc des structures d'insertion. Et aujourd'hui, on s'est réunis, c'était la semaine dernière, on était à Paris avec le CRES, donc le Chambre régional d'économie sociale et sociale, des personnes justement qui portent leur emploi partout au niveau national. Et tout le monde porte les mêmes valeurs en fait au sein de ces structures. Donc c'est effectivement le partage, la transmission, l'expérimentation, et puis repasser l'homme, des savoir-faire au cœur de tout ça, et vraiment s'inscrire dans les territoires. Et le souci qui arrive, c'est qu'on est tous en train de tester des modèles économiques. Aujourd'hui, dans le réemploi, il n'émerge pas forcément un modèle économique qui soit viable. Et dès que de toute façon émerge quelque chose qui commence potentiellement juste à être à l'équilibre ou potentiellement pouvoir être intéressant économiquement, il va arriver des majors, vont arriver des majors et des personnes qui sont peut-être moins ces politiques vertueuses dans les valeurs que portent les structures de l'ESS. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, il y a peut-être aussi cette politique du moins 10 ans qui est très compliquée à gérer pour ces structures de l'ESS. Donc c'est comment en fait, à la fois on a l'impression qu'on nous soutient, on nous donne la parole, on explique, on sensibilise, voilà. On obtient aussi des subventions pour porter des outils, par exemple. L'association porte un outil de création de plateformes numériques. Donc on est sur des investissements qui sont quand même assez
sont très lourds pour une association jeune. Et on n'a pas bouclé justement le budget. Mais c'est des outils qui ont quand même un intérêt collectif. Enfin, Peut-être de mutualiser mieux et de tout à fait mutualiser en fait ces donner outils. la possibilité Voilà, d'en exactement. parler, mais aussi de soutenir dans le structure avec toi. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai envie d'appuyer en fait un petit peu pour conclure et pour donner la chance et l'envergure que ce pourrait porter la rencontre. Merci. Madame, est-ce que vous souhaitez réagir? Sur le réemploi, j'ai rejoint par rapport au modèle économique, puisque nous, on est acteurs et donc on passe des marchés publics, enfin, très structurés, très réglementés. Et la difficulté, c'est effectivement de comment faire transparaître ces soucis-là, puisque c'est nouveau, c'est de l'innovation. Hein. Et donc, pour faire de l'innovation, il faut du temps. Et il faut du temps, donc il faut des gens derrière, il faut les services, il faut les densifier par rapport à ces problématiques-là. Au niveau ressources humaines. Oui, au niveau ressources humaines, il faut vraiment que. Parce que là, on voit au niveau du bâtiment, enfin, moi je suis au bâtiment depuis 25 ans, et aujourd'hui, un projet, il prend 10 fois plus de temps qu'il y a 25 ans, parce que il y a ce que me disent mes collègues, vous avez déjà fait l'énergie, l'éco-construction, et maintenant l'économie circulaire, et demain, ça sera quoi? Alors là, il y a la gestion des eaux pluviales, enfin, il y a des tas de choses, et on en rajoute toujours une couche. Mais on a les mêmes. Mais c'est compliqué pour nous de mener à bien les projets dans des temps courts. Donc il faut admettre qu'on va peut-être moins vite, mais on fait peut-être mieux. Donc qu'est-ce qui est important? C'est de faire 10 000 projets à la fois ou c'est de bien faire les projets. Donc c'est toujours un arbitrage. Hein, et voilà. Donc il faut du temps et puis il faut aussi des compétences. Et au niveau marché public, c'est pas si simple que ça, les clauses. Voilà. Donc il faut s'appuyer sur des assistants maîtres d'ouvrage, qu'ils soient du milieu associatif ou pas. Et il faut vraiment qu'on s'entoure de compétences. Donc le message, c'est de phosphorer ensemble, de coordonner, et puis de laisser le temps. C'est long pour avancer, de toute façon, on sait que c'est long, mais ça se fera, mais il faut prendre le temps. Est-ce qu'on l'a? Vous souhaitez réagir, et puis Martin et Guillaume. Je vais peut-être juste compléter, effectivement, on ne va pas être de côté pour pouvoir travailler avec le conseil départemental de l'architecte. Moi, c'est effectivement ce que j'apprécie dans les marchés publics. C'est en fait pouvoir avoir le temps de faire correctement les choses. En termes de marché privé, on n'est pas sur tout le monde, c'est même très volatile. Maintenant, effectivement, la filière est en train de se construire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même peut-être encore de freins, donc ça va être, je pense, cette politique du moins 10 ans. Donc, du coup, il faut quand même essayer de réfléchir autrement à ces réponses au marché. Oui, parce que le monde de l'entreprise est aussi concerné, et le monde privé est aussi concerné. Oui, tout à fait. Et il y a peut-être aussi, parce que du coup, on arrive à un point vraiment bloquant, un peu trop là au niveau juridique, garantie, etc. Tout ça, c'est en train de se lever. Enfin, ça va pas complètement se lever. Ça va être aussi ce retour avec les assurances. En fait, à partir du moment où les acteurs sont engagés, parce que c'est que dans l'emploi, tout le monde doit être assuré, doit être déclaré, en fait, et utiliser du emploi. Aujourd'hui, les assurances, c'est un peu le dernier point bloquant, la dernière charnière. Aussi Donc, et je pense que du coup, les collectivités et les ouvrages peuvent initier et porter ces discussions auprès d'eux pour qu'elles fassent évoluer aussi. Très bien. Voilà. Merci. Martin, si vous voulez passer un message de conclure sur cette. Oui, alors, effectivement, nous, par exemple, dans les gisements de déchets qui sont en pétence, c'est des secteurs de du poisson, par exemple, 5 millions de gobelets qui sont jetés chaque année. Donc, la loi interdit maintenant les gobelets en polystyrène, on est passé à du greenwashing, parce que c'est des gobelets qui sont en carton, mais qui ne sont jamais recyclés, en compte, sont compostables, en fait, c'est de la parapluie. Donc, on essaie de passer maintenant des gobelets Laval, avec un ESAT, on essaie de laisser des grosses logistiques. Quand on a par exemple des verres comme ça, qui ont remplacé des verres en papier ou en carton, ils sont plus lourds. Alors il faut aussi penser au passage de nettoyage qu'ils vont transporter, on fait des chariots, il faut pas créer des trucs cosmétiques. Ça, c'est des choses qu'il faut. On se rend compte que quitter le jetable pour aller vers le lavable, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment une démarche, repenser le poste de travail de façon complète.
Et l'autre chose, c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des modèles économiques qu'on sent qui sont très à l'aise dedans, ils gagnent bien leur vie en fait dans le système de jeu de table. Et je vois par exemple pour les distributeurs de bouteilles payantes, de bouteilles en plastique, ou les canettes, où c'est centaines de milliers de canettes, de bouteilles qui sont vendues sur le site. On veut basculer un système de liquide en vrac, c'est-à-dire que vous mettez votre bourse, vous payez avec votre carte bleue et ça coule. On se rend compte que ce n'est pas du tout les mêmes acteurs. Les acteurs classiques du vending, comme on dit, ils sont installés dans leur système, ils n'ont pas trop envie de changer. Et en fait, ça va être plutôt les fontaines à eau qui vont peut-être concurrencer leur marché. Et ça, c'est difficile à mettre en place. Et il faut que ce qu'on espère, c'est que les consommateurs suivent. On va prendre du cola en vrac, c'est pas exactement le même goût que le Coca-Cola. Les gens sont très addicts en fait, et au sucre et à un goût. Ça, c'est un de nos gros enjeux, c'est d'arriver maintenant à faire basculer nos étudiants et nos salariés vers un autre mode de consommation. Donc finalement, il y a aussi l'acceptation aussi. L'acceptation, voilà. Oui, très bien. Je trouve ça très intéressant justement parce que je pense qu'on a aussi du coup une responsabilité de faire évoluer en fait la consommation. Et typiquement de se dire voilà, demain je vais essayer de faire en sorte que par l'offre que je propose, qui est moins sur la canette, et ben mes étudiants, mes élèves aillent beaucoup plus vers, certes, un changement de goût, mais des démarches qui sont plus responsables. Pareil, on en parlait tout à l'heure sur le choix, la variété. Un exemple comme le vôtre qui est de dire j'arrête d'être sur une vitrine où je vais tout produire et étaler, je passe beaucoup plus sur une production à la commande dans la boulangerie. Forcément, en fait, ça va peut-être réduire la vision du choix ou la praticité au moment où j'arrive, mais en même temps, ça évite, c'est une démarche responsable qui prévient en fait, la surproduction pour vous, et qui est responsable. Et même chose sur les menus, en fait, je pense qu'on a une responsabilité de dire si je me rends compte que ce menu végétarien imposé une fois par semaine déporte en fait un problème de gaspillage sur la consommation en reste d'assiette, je dois aller voir mon prestataire et lui dire en fait je veux moins de végétariens, je veux toujours favoriser les végétariens, donc on adapte le volume et si c'est un problème aussi à faire remonter d'un point de vue alimentaire, on le fasse comme nous on essaie de le faire sur justement ces notions de précaution d'hygiène qui parfois ont été trop dures par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si on a des solutions qui sont constructives pour avoir une sécurité des aliments et quand même une valorisation, et allons-y et il faut qu'on fasse changer les données en ordre, les pouvoirs publics, la réglementation sur ces sujets-là. Et c'est la même chose sur les restaurants d'entreprise. Beaucoup de prestataires me disent moi en fait j'ai des buffets qui sont remplis à 14h et qui entraînent un gaspillage chez moi. Pourquoi? Parce que mon donneur d'ordre veut toujours qu'il y ait 5 menus pour le dernier convive qui va venir se servir. Il faut qu'il ait le choix d'avoir 5 menus possibles. Et en fait, non, il faut aussi que les prestataires et les donneurs d'ordre comprennent qu'on va devoir dire aux convives, en fait, voilà, si tu arrives à 13h30, tu auras 3 choix, ou 2, ou 1, et on fait ça non pas pour enlever des libertés aux consommateurs, mais pour aller vers la consommation sur l'alimentation. On a vraiment ce devoir-là, je pense, de s'engager dans cette démarche. Oui, donc finalement, qu'on soit entreprise ou consommateur, on doit faire interroger nos façons de faire. Monsieur Lauriette, est-ce que vous voulez conclure Alors, tout le monde ici est porteur de cette intention de mieux faire, en fait, c'est ça qui est évident. Et puis après, dès qu'on rentre dans le détail de chacune des actions que chacun porte, on rentre dans des petits problèmes, mais qui en fait bloquent très sérieusement les projets, alors que ce soit des problèmes, évoquer des problèmes de ressources humaines, par exemple, des problèmes de réglementation, des problèmes d'assurance, des problèmes de marché plus général, vous avez revenu le sujet très rapidement. Et puis vous avez évoqué la question du temps aussi, qui est tout à fait importante. Donc c'est tous ces paramètres et d'autres, certainement, y compris la qualité du plat végétarien, donc la formation du cuisinier peut-être. Là, il faut regarder, en tout cas, tous ces éléments sont à prendre en compte. On rentrer vraiment dans le détail. J'ai envie de dire, ça donne l'impression qu'il faut aller sur du sur-mesure. Ce que vous avez dit pour répondre tout à l'heure à notre intervention, c'est un lycée, oui, mais c'est ce lycée dans ce territoire avec, voilà, c'est urbain, c'est rural, c'est une petite ville, un petit bourg, etc. Voilà, je salue
façon de rentrer dans le détail, dans la dentelle de ces projets. Voilà, vous m'interpellez politiquement clairement voilà, sur le sujet. Voilà, le département est très attentif sur tout ce qui est de l'ordre de la commande publique. Il vise dès que c'est possible à l'exemplarité. Je vais en citer un je vais juste citer en conclusion un élément. Alors, on n'est pas dans le recyclage, mais on est dans le circuit très court. Moi aussi, j'ai fait des études d'architecture. Là, sur la cité des paysages de Sion, la pierre de la ferme et les éléments de bois viennent tous de carrières et de scieurs et de forêts très voisines du site, ce qui demande là aussi un travail très en amont des architectes, puisque ça demande pratiquement à l'architecte de connaître les arbres qui vont être coupés pour savoir quel usage il va pouvoir en faire, et que c'est aussi un élément de formation, puisque les architectes n'ont pas cette formation, c'est de se faire rencontrer la valorisation et l'approvisionnement. Donc toujours facile à dire, mais après ça demande de fouiller la question dans le détail. C'est un des exemples du conseil départemental et à la manœuvre. Voilà. Et c'est vrai que c'est passionnant de viser cette exemplarité à chaque instant, même si on voit qu'il y a quand même de nombreux freins dans le détail qui sont du sur-mesure. Voilà, c'est ça que je veux dire. Du sur-mesure n'est pas infaisable, du sur-mesure où le territoire et du coup les savoir-faire sont aussi au cœur de nos principes d'action. C'est peut-être la conclusion et les notions qu'on peut en retenir, et que du coup les points bloquants, quand l'humain est au cœur, du coup sont moins prégnants. Merci à vous cinq, merci au public, et du coup je vous souhaite un bon brunch pour tout partager ensemble, ce moment aussi de pouvoir échanger.